Et à nos amis parisiens, je vous propose un autre texte où il parle du Sénégal et de l'Afrique. En ce lieu d'échange et de communication interculturelle qui est censé être l'UNESCO, je pense que c'est approprié. Et donc, je voudrais terminer ma présentation, pour ne pas abuser de mon temps de parole, en vous lisant ces quelques lignes d'Omar qui, à mon avis, se suffisent à elles-mêmes. Il s'agit d'un projet de théâtre urbain. Principe. Notre pays est composé de deux types d'hommes. Ceux qui vivent dans l'orbite de la culture occidentale ou s'y dirigent, et ceux qui se situent en dehors. Ces derniers représentent la grande masse de notre peuple. Ils sont ceux qui ont quelque chose à dire, les autres pouvant être considérés comme de simples perroquets. Encadrer. Rétablir le contact avec le peuple à partir de son expérience quotidienne, de son histoire et de son langage. Notre théâtre sera celui de la vie, IE, c'est-à-dire, ce sera un théâtre dans la rue, qui dira ce qui préoccupe et intéresse le peuple. La permanence de l'insécurité matérielle, la religion, les fêtes multiples, mais toujours communautaires, et aussi l'oppression que font peser sur lui l'armée des fonctionnaires, des petits bourgeois et des soi-disant cadres. Le racket exercé par la police sur les petits commerçants et les petits transporteurs. La violence autodestructrice, enfin, puisqu'elle ne peut se manifester contre les responsables de l'ordre établi. Notre théâtre sera une création collective et active. Avant de jouer dans un quartier, il faudra en connaître les habitants, s'implanter parmi eux, notamment parmi les jeunes qui, scolarisés ou non, sont les plus susceptibles d'être ouverts aux initiatives de type nouveau et d'y participer. Notre théâtre ira sur les lieux de rassemblement de la population, entre parenthèses, marché, cinéma, stade. Méthode d'approche. 1. Repérer des types généraux dans la population et en faire apparaître la signification politique. Exemple. Le boutiquier mort sera invariablement présenté comme une sangsue, un usurier d'autant plus machiavélique qu'il est bon enfant. Autre exemple. Le jeune parvenu en complet veston qui vient demander une fille en mariage. Au lieu de faire de la pièce, comme c'est souvent le cas, un plaidoyer en faveur de la liberté féminine, en faire une virulente satire de nos élites, entre guillemets, élites entre guillemets. Deuxièmement, repérer les habitants les plus typiques du quartier, ceux que tout le monde connaît et que tout le monde perçoit de façon identique. Exemple, à la Gueule Tapée, c'est un quartier de Dakar, un flic boiteux et sadique, qui est d'autant plus méchant qu'il est frustré et isolé. Notre théâtre ne sera pas seulement une critique de la vie quotidienne de notre peuple, il sera aussi un lieu destiné à ouvrir à ce peuple les perspectives du monde. En fait, à lui révéler que sa situation n'est une fatalité qu'autant qu'il le veut bien. S'efforcer donc de donner à chaque thème, à chaque situation, à chaque personnage, une dimension africaine. Introduire aux besoins des personnages allégoriques comme celui du voyageur. Exemple, une famille dakaroise qui reçoit le cousin de Gambie. Ce dernier sait ce qui se passe en Guinée portugaise, il raconte. Nous sommes en 1970. Donc les guerres de résistance anticoloniale font rage en Guinée-Bissau, en Angola, en Mozambique, et vont, quelques années après, venir à bout de la dictature fasciste de Salazar. Parce que vous savez tous que la révolution des œillets, on la doit à la résistance coloniale anti-portugaise en Afrique. Coller autant que possible à la conjoncture nationale ou locale. Exemple, les marchands de fruits Peul ont été expulsés du Sénégal. Ce sont des Guinéens d'origine le plus souvent. Montrer que cela ne résout pas le problème du Sénégal. Manœuvre de diversion du régime, entre parenthèses. Retrouver dans l'histoire connue du peuple des personnages ou des faits
entre parenthèses, batailles, réalisations grandioses des anciens empires, etc., fermez la parenthèse, susceptibles de servir de modèles actuels. Exemple, pour la jeunesse de Dakar, écrire une pièce sur Yadikone, le bandit bien-aimé. Aspect technique. Par suite de l'état de non-développement de notre pays, le matériel de scène, la décoration doivent être réduits à leur plus simple expression. Recourir de préférence à la menuiserie et à l'artisanat local. Surtout, fabriquer soi-même tout ce qu'il est possible de fabriquer. Avant chaque représentation, prévenir la population, soit par affiche murale, soit par tract, soit par voie orale. Conclusion morale, plutôt la mort que l'esclavage. Je vous remercie de votre attention. Alors, je vais passer la parole à notre dernier panéliste qui s'appelle Antoine Gallimard. Et ensuite, je passerai la parole à la salle. Antoine, j'ai connu Omar, comme tu le sais, Ousmane, on avait 14 ans. C'était au lycée Montaigne. Je suis toujours resté un peu assez timide. Et lui, il arrivait sénégalais devant tous ces garçons, des classes de garçons d'une cinquantaine d'élèves. Tous ces garçons étaient là, ils se connaissaient déjà. Et donc lui, il arrivait, il sait où est-ce qu'il allait. Il y avait une place à côté de moi qui était restée vide. Et s'est assis. Et effectivement, ça a été le début d'une longue amitié, d'une profonde amitié. On se demande pourquoi, parce qu'effectivement, on était très différents l'un de l'autre. Omar était quelqu'un d'extraverti, moi j'étais plutôt réservé. Omar avait cette culture africaine à l'âge de 14 ans. Moi j'étais baigné non pas par la culture germano-pratique, mais par une culture française de longue date. Je suis très reconnaissant à ce que vous organisez, cet hommage à Omar. En l'an 2000, avec Juliette, qui partage ma vie, Juliette m'a proposé pour l'an 2000 d'aller à Dakar et puis d'aller à l'île de Berry, justement par rapport à Omar. Et je trouvais que c'était symboliquement fort, effectivement, que nous allions passer le réveillon du jour de l'an 2000 en pensant à votre frère. Nous sommes allés, c'était un musée, mais il n'y avait pas encore l'aspect qu'on nous connaît. C'était un musée qui n'était pas encore le musée de l'esclavage. Et je suis promené avec Juliette. Nous avons rencontré une gardienne de ce musée et je lui ai posé la question, est-ce que vous avez connu Omar et est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé? Elle m'a dit qu'elle avait connu votre frère, mais qu'elle ne pouvait pas m'en parler. Et ça ne m'a pas étonné. En même temps, ça m'a choqué que même dans ce bâtiment désert, froid, sombre, où il n'y avait que Juliette et moi, elle parle tout doucement de crainte d'être entendue. Ça m'a choqué et je trouve que là, aujourd'hui, 40 ans après, le fait qu'à Paris, pas seulement au Sénégal, mais à Paris, vous organisiez cette reconnaissance d'Omar, est plus que justifié, c'est vraiment bien de le faire. Parce que quelque part, Omar, on lui a volé sa mort. Il a été arrêté en plein vol. Et les conditions que je connais bien, comme vous, de sa mort, c'est ce qu'on lui a fait. Comment ça s'est passé, on a des dossiers là-dessus. Et effectivement, c'est bien si cela sort, et absolument honteux. C'est vrai que c'est une histoire terrible, parce qu'en plus, Omar a été arrêté, parce qu'il ne supportait plus, il avait raison, que son petit frère, Diallo, ait été arrêté et condamné à perpétuité. On va acheter un cocktail Molotov sur le centre culturel français, lors de la visite de Pompidou à Dakar. Et là, je veux dire, il en parlait, il ne pouvait plus vivre. 1000 fois, il aurait préféré remplacer son frère dans cette prison. Et c'était insupportable. Bon, il y a eu une petite trahison,
il y a eu des choses qui sont passées, il a été condamné à 3 ans. Et moi je le connaissais bien, je savais qu'il ne pouvait pas supporter d'être enfermé. C'était insupportable pour lui. Et le fait qu'aujourd'hui on puisse parler librement devant vous, ici à Paris, de cela, c'est bien et c'est très important. C'est vrai qu'à l'époque, le Sénégal, moi je peux le dire librement, je ne vais pas m'arrêter, le Sénégal était accroché, était dans une culture pompidolienne. Et le fait que ce rapprochement très fort entre Senghor et Georges Pompidou a amené des désastres épouvantables. Notamment, bon, il n'y a pas eu simplement, je ne suis pas spécialement pour de l'annuler, hein, mais il n'y a pas eu, comme en France, où on a fait on a bétonné dans Paris les quais rive droite, qu'on a complètement abîmé. Bah, à l'époque, le Sénégal aussi change d'économie, et ça détruit le Sénégal. Et Omar en parlait, on passe d'une économie vivrière, n'est-ce pas, où il y avait une multiculture, à une économie ou une grande politique de monoculture, ce qui a complètement modifié les rapports des uns et des autres. J'espère que je ne dis pas de bêtises, je parle devant des spécialistes. Mais je veux dire, je pense qu'à cette époque-là, bon, il n'y avait pas, je dirais, le Sénégal était une sorte de caricature de France, hein, moi je peux le dire, et je dirais que Omar a voulu dénoncer ça, a dénoncé ce qu'il y avait derrière ces masques, et il l'a payé de sa vie. Je dirais que bon, on s'est connus, à un moment ça a été plus difficile, et c'est normal, la vie est ainsi, mais Omar avait quelque chose, puisque on peut parler de lui, quelque chose comme une sorte de feu brûlant intérieur très fort. Et c'est ce feu qui l'a détruit. Il ne supportait pas, et tu l'as très bien dit, il ne supportait pas de ne pas être extrêmement vivant. Et il était exaspéré par tout ce qui pouvait être mort en nous.